ce soir et je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ASMR pour se relaxer. Une vidéo cosy où j'ai changé de fond, je me suis mise sur mon canapé pour pouvoir vous proposer une lecture chuchotée. Pour cette lecture chuchotée, j'ai pris le micro dans ma main. Je me suis posée sur mon canapé et je vais tenter de vous relaxer en vous chuchotant un chapitre d'un roman que j'ai déjà lu. Pour être dans le thème d'Halloween qui approche à grands pas, j'ai choisi le roman de Maxime Chatham qui s'appelle L'Illusion. Je vais essayer de vous lire un petit peu le résumé avant de commencer. Bienvenue à Valkarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes durant l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais déjà quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces visions qui le hantent et cette disparition soudaine. Quel secret terrifiant se cache derrière ces murs? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison. Bienvenue à Valkarios où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Donc on va lire un chapitre de ce roman-là. Et si ça vous plaît, je pourrais vous lire un petit peu plus. C'est un roman qui était sorti, il me semble, il y a peut-être un peu plus d'1 an, moins de 2 ans je pense. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier chapitre. Alors, au début du roman, vous avez une carte, justement le plan de Valkarios, qui est l'endroit qui nous importe dans ce livre. Et juste après, nous avons la partie prologue. Je vais commencer par cette partie-là. La salle sentait la cire fraîche et le bois des décors, le velours des sièges ayant capturé autant de fragrances qu'ils avaient accueilli de visiteurs. Les projecteurs en chauffaient les émanations, les amplifiant, jusqu'à en révéler les touches les plus subtiles, bouquets de poudre à maquillage, lotion des costumes et tout ce que l'arrière-scène pouvait dégager comme odeur quasi imperceptible. Alchimie capiteuse des parfums de théâtre qui conditionnaient déjà le public impatient de voir le rideau se lever. L'audience frissonnait et piaffait, partageant le sentiment un peu excitant d'être parmi les élus, les favorisés, qui avaient mérité leur place ce soir. Car Lucien Straffa se produisait sans annonce, sans réclame dans les journaux ou même à la radio. Il délivrait sa performance sans une affiche. Il avait fallu être attentif, connaître quelqu'un qui en avait entendu parler. Le bouche à oreille suffisait à faire salle comble. Il n'était pas une soirée qui ne se jouait à guichet fermé. Ainsi en allait-il de la réputation du plus grand des magiciens jamais monté sur une scène. Il se murmurait même que son
quelques secondes une vaste fenêtre palpitante aux éclats d'ambre et d'argent. L'image de Lucien Straffa s'y démultipliait presque à l'infini. Le vrai, lui, se retourna pour faire face à ses spectateurs du soir. Il était jeune, pas encore 30 ans, toison d'ébène plaqué en arrière, joues creuses et menton saillant. Mais son charisme, le magnétisme de ses pupilles brillantes étaient sans rapport avec son âge. Celles et ceux qui espéraient croiser son regard baissaient le leur lorsqu'il revenait dans leur direction. Si vous entendez des bruits derrière, c'est mon chat qui est en train de faire je ne sais quoi dans l'appartement. Il y avait une forme de démence maîtrisée dans la manière qu'il avait d'écarquiller ses yeux, de les agrandir, billes rondes et fiévreuses, et une détermination acérée lorsqu'il vous fixait plus de quelques secondes. Un sentiment de malaise se diffusait, comme si sa folie pouvait être contagieuse, et les premiers rangs poussèrent un soupir de soulagement lorsqu'il recula enfin pour toiser la cavité obscure qu'il avait devant lui. Son bras gauche se leva au ralenti dans une étrange composition, bientôt suivie du droit. Il semblait flotter dans un liquide invisible. Puis les jambes de Straffa firent de même et il se souleva, porté par un flot que personne ne pouvait distinguer. Il grimpa de plus d'un demi-mètre de haut, là encore dans une forme de lévitation qui, cette fois, rappelait un corps dérivant dans une rivière spectrale. L'assistant se retenait son souffle ébahi. Les lampes à huile se mirent à briller de plus en plus fort, jusqu'à ce que les miroirs réfléchissent un mur aveuglant, digne du soleil en plein après-midi d'été, laissant Straffa flotter dans ce bouillon d'or, forme insaisissable, et jusqu'à ce que tous dans la salle soient obligés de se protéger d'un bras, d'un chapeau ou d'un foulard dressé devant le visage. Les lampes revinrent à leur éclairage naturel brusquement, la foule encore toute saisie par cet embrasement. Straffa n'était plus là, nulle part. Des voix montèrent près des portes de sortie, dans le dos des spectateurs, et chacun se retourna pour apercevoir Lucien Straffa qui descendait la travée centrale d'un pas léger, sûr de lui. Il rendait au plus proche un regard étourdissant, et lorsqu'il s'avançait vers une dame ou un homme, ceux-là déglutissaient et leur souffle s'accélérait. Straffa cherchait quelqu'un. Les mains des spectateurs assis non loin de l'allée commençaient à se lever pour couvrir les bouches et les nez. Et l'odeur se répandait rapidement, acide, pénétrante. Le magicien déversait dans son sillage l'odeur du soufre. Il s'immobilisa devant une femme se tenant bien droite, semblant le défier d'oser la surprendre. Straffa la toisa. Ses commissures de lèvres remontèrent en un rictus cruel. Dans la pénombre, le blanc et le noir de ses yeux semblaient se mêler étrangement. Il se pencha vers la femme et dévoila ses dents avec une telle ardeur qu'il parut sur le point de la dévorer. Des flammes jaillirent sur sa langue et l'assemblée recula de peur. Straffa émit un gloussement satisfait et retourna sur scène dans le bruissement d'une salle qui s'inquiétait. L'homme n'avait pas volé sa réputation. Unique, affolant, inégalable, le monde était scindé en deux. Ceux qui avaient vu Lucien Straffa les éblouir de ses mystères, et les autres. De nouveau au centre de son promontoire, le magicien prit le temps que le silence revienne. La tension était palpable. De quoi était-il encore capable? Comment faisait-il? Et surtout, jusqu'où irait-il? Une fois toute l'attention retrouvée, il croisa ses doigts sur son ventre et baissa la tête. En pleine concentration, une longue minute d'attente en craignant le pire. Hommes et femmes se serraient un peu plus les uns contre les autres, fascinés malgré tout. Puis Straffa releva lentement le menton, très lentement, paupières fermées. Le sol se mit à trembler, suivi un grondement sourd, un ronflement provenant de loin dans les entrailles de la terre,
et qui remontait. Plusieurs personnes poussèrent un cri. Les globes des verres de lampe sur les côtés tintaient. Le bord du rideau s'agitait frénétiquement. Les strapontins grinçaient, les chapeaux tombaient au sol, et le grondement qui s'élevait des abysses se rapprochait toujours plus. Ça ne pouvait pas être un métro, c'était bien plus gros, plus sonore et plus angoissant. L'impression collective qu'une masse immense allait faire ployer le théâtre, rompre ses fondations et tous les engloutir. Strafa ouvrit les yeux, déploya ses bras, et dans un claquement de doigts, le rugissement grave se dissipa aussi sec, tandis que les lampes à huile s'illuminaient vivement et que le rideau tombait pour clore cette première démonstration. Ainsi naquit la légende de Lucien Strafa, le plus grand magicien qui se soit produit devant des mortels. Au premier rang, les gens saignaient du nez, l'air hagard, presque terrifiés. Ce n'était que le début du spectacle. Donc voilà pour la partie prologue. J'aimerais essayer de vous lire le premier chapitre tout de même dans cette vidéo, en espérant qu'il ne soit pas très long, sinon il faudra que je m'arrête entre temps. Peut-être que je m'arrêterai. Donc chapitre 1, et j'ai mon chat qui vient nous rejoindre pour ça. On dit que l'amour dure 3 ans, que c'est bien assez pour faire le tour complet de l'autre. Toi et moi ça fait plus de 7 ans maintenant, et je n'en peux plus d'être ton satellite. Cette phrase le hantait. Elle résonnait sans fin à chaque affiche qu'il apercevait avec une femme dessus, à chaque regard échangé avec une passante, dès qu'une chanson de sa playlist le renvoyait à leur vie passée. C'était une phrase qui n'avait presque pas de sens dans la réalité, digne d'une série télé ou d'un roman à la rigueur. Hugo suspectait d'ailleurs son esprit gavé de clichés et de raccourcis, d'être capable d'en pondre une similaire si lui-même avait écrit sur le thème de la séparation. Mais cela faisait plusieurs mois qu'il n'écrivait plus rien. Pourtant c'était exactement ce qu'elle lui avait dit le jour fatidique. Il se souvenait de chaque intonation, de la moindre respiration. À vrai dire, il n'y en avait eu qu'une de respiration, celle de Lucie. Lui était en suspension, le souffle coupé comme si inspiré allait rendre cet instant réel, mais que s'il parvenait à ne plus vivre tout à fait, alors ça n'aurait pas lieu. Les mots demeureraient des formes éthérées sans impact sur son monde. Il avait fini par remplir ses poumons, ce qui l'avait vidé de sens. Depuis, il ne savait plus rien, pas même si ses fonctions essentielles s'accomplissaient pleinement. Il traversait l'existence, il n'était que de passage, partout, y compris en lui-même. 3 mois pour vider l'appartement commun, le rendre, se déchirer sur un tableau acheté ensemble pour une plante verte. Pas pour le chat, Hugo le lui avait laissé. Il ne se sentait plus apte à aimer, pas même un chat, et cette pauvre bête méritait mieux. 3 mois de descente sans jamais parvenir à toucher le fond. Hugo ne s'était jamais su si profond, et en d'autres circonstances, il aurait pu en faire une fierté. Il recelait en lui une telle quantité de vide, d'abysse, que même Nietzsche en aurait été admiratif, de la contemplation à l'infini. Mais était-ce vraiment un triomphe? Tout le monde connaît les plus hauts sommets de la planète. Qui peut citer ses fosses les plus lointaines? Il n'y a aucune gloire dans l'obscurité, seulement les ténèbres et le froid. L'apparat de la mort. Hugo se sentait rempli de mort. Ce furent les 3 mois les plus difficiles jamais affrontés, pour un bilan catastrophique. 7 ans de relations résumés en quelques reproches cruellement macérés. Lucie ne voulait plus être sa béquille émotionnelle, plus graviter autour de lui et de ses ambitions sans cesse avortées. Elle aspirait à pénétrer une autre atmosphère pour s'y épanouir, la sienne. Il n'avait jamais laissé Lucie y entrer, la tenant à l'écart de ce qu'il était véritablement, refus d'un engagement total.
d'accord sur ce point. Il avait usé de son attraction pour la garder toute proche, sans l'autoriser à se poser, à semer, à germer ensemble. Et à présent que Lucie l'avait sondé en large et en travers, elle savait que c'était probablement mieux ainsi. L'atmosphère d'Hugo était toxique, venant de quelqu'un que l'on aime, avec qui on a tout partagé pendant 7 ans. C'était pressé le bouton rouge de l'arme nucléaire. Lucie était partie laissant un champ de ruines, et 3 mois plus tard, la radioactivité de ses mots infestait encore tout son être. Hugo avait été un égoïste vaniteux, ne doutant pas de son charme pour garder sa conquête, convaincu qu'être suffisait à la voir, sans faire, sans donner, auto-centré sur son accomplissement, du moins ses tentatives. Il était seul désormais, avec un constat terrible de surcroît. Il n'avait rien où investir son chagrin. À 34 ans, sa carrière de comédien n'avait toujours pas décollé, pas plus que celle de romancier. Il n'était que des mots que personne n'entend ou ne lit. Ses petits boulots alimentaires ne seraient d'aucun secours, ne lui renvoyant sans cesse que ses échecs. Ses amis, il les avait perdus au fil du temps. D'abord ceux d'enfance en quittant sa Normandie avec des rêves de grandeur, juste après le lycée, puis ceux auxquels il s'était attaché ici, dans la capitale, des connaissances de passage, des collègues, des ratés, des concurrents, des talentueux, qui oubliaient. Il en avait connu beaucoup, mais gardé peu. Avec le recul, il admettait en avoir perdu les meilleurs par sa propre faute, en n'en prenant pas soin. Lucie avait raison, il faisait de chacun ses satellites, sans droit d'approche, les laissant sur orbite, jamais aucune autorisation de se poser, par ricochet entre chocs et par le jeu. D'autres attractions cosmiques, la plupart s'étaient éloignées. Il n'en restait qu'une poignée, du même acabit que lui, à peine capable de s'observer à distance, sans vraiment se parcourir, seulement en se devinant. Se faire larguer à l'âge où l'on érige normalement sur les fondations de son couple lui faisait mal, mais reconnaître à quel point il était devenu un sale con l'avait terrassé. Il n'était pas mauvais, ça n'avait jamais été son intention. Pas plus que de se positionner au centre de l'univers, ça s'était fait sournoisement, à force de petits oublis de facilité, nourris insidieusement par le quotidien d'un travail sur soi, où sa personne était le centre de l'attention. Il avait perdu de vue l'essentiel, l'autre. C'était cet aspect-là des révélations fracassantes qui le détruisait le plus lorsqu'il y pensait. Réaliser qu'il se dégoûtait lui-même. Alors il avait tout plaqué, absolument tout, sauf un sac de marin en toile qui contenait ses derniers liens avec le monde concret. Hugo avait trouvé l'annonce sur internet via un forum de discussion sur la musique, le genre de site qu'il arpentait longuement la nuit dans le seul but de brûler les heures d'une manière ou d'une autre. Un faux rumeur à qui lui confiait d'être à la dérive professionnellement l'avait renvoyé vers une petite annonce qu'il avait vue passer sur un site quelconque de news. Elle était au sein d'un article sur les jobs originaux pour l'été. Une station de ski cherchait un homme à tout faire pour aider à l'entretien estival. Lieu isolé, peu de contact avec l'extérieur, précisait le texte. C'était ce qui avait poussé Hugo à soumettre sa candidature. Une réponse dès le lendemain lui demandant davantage de précision avait fait naître une émotion en lui. Et cela lui fut étrange. Il pouvait encore en éprouver. Il se sentait curieux. C'était un bon début, ça, la curiosité, un embryon de désir. Et Hugo passa la soirée assis sur le lit de la chambre d'hôtel qu'il louait à Montreuil, à ressasser ce goût pour quelque chose qui renaissait lentement. Et de la motivation survint en même temps que de l'impatience.
impatience. C'était agréable. Ils l'appelèrent au bout de 48 heures. Il mentit sans aucune gêne sur ses qualifications. Hugo était débrouillard, un peu bricoleur. Il saurait bien faire fonctionner une tronçonneuse ou grimper dans un arbre comme on lui demanda. 2 autres entretiens téléphoniques, dont un entier sur son état mental, pour jauger sa capacité à tenir 5 mois là-haut, en tout petit comité, et pour une fois son expérience de comédien fut utile. Il eut le poste, départ sous une quinzaine max. Ce fut la première fois qu'il décocha un sourire depuis plus de 90 jours. Son esprit ne se souvenait plus comment on faisait, mais son visage, lui, en fut si ravi qu'il l'accentua largement. Plusieurs nuits d'un sommeil lourd, comme si son inconscient était enfin rassuré par cette promesse. L'attente longue où il n'arrivait pas à lire, incapable de s'occuper autrement qu'en épuisant son corps, grâce au sport, s'abrutissant devant des programmes insipides de la télévision. Il n'avait même plus accès à Netflix. C'était le compte de son ex, et la dernière chose dont il avait besoin, c'était de voir surgir son prénom sur le menu d'accueil. La date du départ lui fut communiquée en fin de semaine. Plus que quelques jours, il était prêt. Il ne dormit presque pas la veille, s'interrogeant sur ce qui l'attendait, l'impact que cet exil aurait sur sa reconstruction. Traverser le hall de la gare de Lyon tôt le matin lui provoqua une bouffée un peu enivrante, presque une pointe de panique, de l'excitation, mais elle retomba aussitôt. Éprouver une émotion positive pendant plusieurs minutes était au-delà de ses capacités. Il s'en inquiéta un peu, à peine. Même l'appréhension était trop complexe pour lui. Cela reviendrait-il? Certainement. Il lui fallait du temps, de la distance peut-être. Lorsque le TGV quitta Paris, Hugo observa attentivement les ombres, nombreuses, qui s'aggloméraient à la sortie du souterrain. Il eut l'impression qu'une bonne partie étaient les siennes. Hugo rouvrit les yeux lorsque les freins du TGV se mirent à gémir à l'approche de Valence. Sur le quai, l'air était plus frais qu'à Paris, plus savoureux aussi. Plus vrai, songea-t-il avant d'établir que c'était lui qui changeait. Il s'ouvrait, il s'ancrait dans la terre, ses émotions bourgeonnaient. T'emballe pas, ce soir tu vas te retrouver dans un 11 mètres carrés sans fenêtre, à la peinture jassieuse, et tu vas vite retourner à la déprime en te demandant ce que tu voulais. Mais cela ne l'arrêta pas, et il souriait, un peu niais, amusé. Même lorsqu'il n'écrivait pas, il fallait qu'il emploie des mots précieux, chassieux, sérieusement. Et si c'était là, tout ce qui le perturbait en lui, il était sur la bonne voie. Sa correspondance l'embarqua plus profondément dans les Alpes, au pied de ces colosses majestueux qui semblaient vouloir se dissimuler sous d'interminables draps gris, bruns ou verts, parfois percés d'un genou ou d'un coude saillant, qu'il remontait presque jusqu'au sommet. Visage anguleux perdu dans des barbes, d'une sagesse immaculée et des chevelures de brume. L'âge du monde s'érigeait tout autour de lui. L'homme se sentait si petit en ces terres, rappel à l'humilité, tout ce dont il avait besoin. Hugo s'interrogeait sur ce qui l'attendait une fois là-haut, parmi d'autres hommes, confinés ensemble pour 5 mois. La montagne l'été lui paraissait bien moins menaçante que celle de l'hiver. Avec une vue pareille, presque un camp de repos. Au téléphone, ils avaient été enthousiastes à l'idée de le rencontrer et avaient promis de lui envoyer quelqu'un pour le récupérer à la descente du train. À quoi ressemblaient ces volontaires pour l'Ermitage? Le train serpentait précautionneusement sur les flancs, s'immisçant d'une vallée à l'autre par des tunnels étroits et humides, déversant des gares de plus en plus petites, tandis que les camailleux de la végétation prenaient des nuances plus subtiles à mesure qu'on s'éloignait complètement de toute forme de civilisation et de pollution. Hugo était impressionné par le paysage, les éperons qui surgissaient d'une pente, comme si un quelconque géant avait percé de
de sa lance minérale. Les crêtes acérées en équilibre entre deux sommets tout là-haut, battues par des vents qu'on devinait glacial et impitoyables malgré le bleu d'azur qui les surplombait. Partout des masses insensées, façonnées par une force dont la puissance n'avait d'égal que la patience. Les lacs qu'ils croisaient ressemblaient à des larmes emprisonnées par des rides du temps. Et heureusement les taches noires des oiseaux, ou parfois d'un mammifère errant au loin, apportaient un semblant de vie dans ce défilement géologique dont la lenteur, à l'échelle humaine, était proche de la mort. Le train s'immobilisa devant une modeste gare au volet vert pâle, Mont-Dauphin Guillestre. Il était arrivé après avoir traversé une partie des Alpes. Il sortit sur le marchepied de la rame et releva la tête. Au centre d'une vaste cuvette, la petite bourgade qu'il devinait à peine par ses doigts s'étirait sous une falaise dominée par un fort qu'Hugo attribua à Vauban. Au moins, en cas d'invasion extraterrestre, on pourra venir se réfugier ici, se moqua-t-il. Il était le seul à descendre à cet arrêt, mais une femme attendait dans l'ombrage de la gare. Elle dansait d'impatience ou de gêne, transférant son équilibre d'une jambe à l'autre. Son visage pivota dans la direction d'Hugo. Il posa le pied sur le quai en la fixant, et juste par un regard, la vie se déversa à nouveau en lui. Voilà pour cette lecture chuchotée, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura relaxé, je vous souhaite de passer une